Cette année, j'ai 2 invités. Alors, j'ai Nico, que vous avez déjà vu l'année dernière, qui nous rejoint depuis son Ariège natal ou presque. Voilà, depuis Toulouse, qui est avec nous cette semaine, et surtout notre invitée, Sandrine Gruda. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous la présenter? Un petit peu quand même, un petit peu quand même, ouais. Internationale française de basket, meilleure marqueuse. Et j'ai te demandé, est-ce que tu sais combien de points t'as marqué en équipe de France ou pas? Non, je n'ai pas le compte. 2784, sauf si j'en ai raté. Alors, je sais pas si ceux de dernière sélection, c'était quand? Novembre. Non, bah, c'est bon. C'est bon. On a voilà, meilleure marqueuse des Bleus. Combien? 8, 9 médailles internationales, quasiment. Triple médaille au JO. Mais Sandrine nous a quand même pas mal manqué sur cette histoire de mondial. On va pas se le cacher. Et on y repensait tout à l'heure, en voyant ce quart de finale. Voilà, des Bleus contre la Chine. Perdu, honorablement. On y a même cru un moment dans le 3e quart. Et puis, on a vu quand même la pivot chinoise nous prendre beaucoup trop de rebonds offensifs. Et là, on s'est dit clairement, ça manque de Sandrine à l'intérieur, notamment. Voilà, donc on va commencer là-dessus. Beaucoup d'absentes. Toi, Marine. Voilà, il y avait beaucoup d'absences. Et quart de finale, c'était un petit peu le mieux qu'on pouvait faire. Enfin, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'as vu? Si t'as commenté tous les matchs pour tes tablines, d'ailleurs, en plateau. Qu'est-ce que t'en as pensé, globalement, de ce match et du parcours des Bleus sur ce mondial? Bah déjà, merci de me recevoir. Je t'en prie. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, de ce match, franchement, bah, que du positif. Franchement, j'en pense que du positif. Les filles, elles ont élevé leur niveau de jeu dans tous les secteurs. Elles ont pu pêcher, par exemple, au rebond, et pourtant là, elles font quasiment jeu égal avec la Chine, qui, elles, ont 2 tours à l'intérieur. Donc, franchement, j'étais vraiment contente dans les attitudes. On voyait dans leurs yeux qu'elles avaient confiance, qu'elles voulaient y aller, qu'elles voulaient justement se décrocher cette victoire. Et sincèrement, j'étais ravie. Vraiment, j'étais contente de voir les attitudes. Et d'ailleurs, on fait une très belle entame de match. On mène. Les Chinois, justement, elles avaient du mal à trouver leur rythme. Et après, forcément, elles sont revenues au score, puisque une équipe quand même de ce calibre réagit. Et c'est ce qu'elles ont fait. Malgré tout, on est là au score pendant 3 quarts-temps, 3 bons quarts-temps. Et puis, derrière, ce 4e quart-temps où on a une panne d'adresse. Ou alors, on déjoue un petit peu, on ne retrouve plus les opportunités qu'on a pu trouver sur les 3 premiers quart-temps. Et derrière, la Chine déroule et finalement s'impose. C'était un peu la constante, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais quand ça se durcit, on a eu du mal à trouver des solutions offensives, mais aussi parce que on a quasiment les 2 meilleures marqueuses qui sont pas là. J'imagine. D'ailleurs, c'était une question que je voulais te poser, c'est comment t'étais blessé tu te blesses au mollet, c'est ça, pendant la prépa? Ouais. Juste, c'est un mondial, on se disait, c'est un mondial hyper ramassé, effectivement, quand on se blesse 3 semaines avant, c'est mort, on n'y va pas. Ouais. Et je me demandais comment t'avais vécu un peu ce mondial. Est-ce que tu restes en contact avec les filles, avec le coach? Enfin, comment on le vit quand t'es comme la taulière un peu? Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que je suis restée en contact, mais un contact mesuré, parce que c'est important aussi de laisser le groupe sur place réagir et se former et évoluer tranquillement. Donc oui, je suis restée en contact avec les filles, avec le coach aussi, par exemple David Gauthier qui sera mon coach là, à l'Asvel. J'ai échangé avec lui pas plus tard que juste avant la rencontre aujourd'hui. Donc sincèrement, oui, c'était important pour moi de rester proche d'elle. Maintenant, comment je l'ai vécu? Franchement, je l'ai bien vécu, ce mondial, c'est-à-dire en tant que fille écartée du. Ah. Enfin, tu aurais pu y être. Oui, j'aurais pu y être. Sur le moment, quand la blessure se produit, j'étais frustrée, j'étais triste, déçue. Mais voilà, j'ai vite switché le mood pour justement mieux me concentrer sur ma rééducation. Et puis après, l'opportunité Bein s'est présentée et là, je pouvais pas être mieux logée. Ouais, c'est clair. C'est quoi? C'est rassurant à t'entendre pour la profondeur de l'effectif du basket féminin français? Mais carrément, puisque justement, il y a quand même 5 absences. On parle d'Endeniem, on parle de Valérie Nagaï, d'Alix Duché, de Marine Johannes et moi-même. Enfin, on est toutes médailles olympiques, quoi. Donc, clairement, avec cet ajout-là, je pense que, sincèrement, ça aurait été un résultat. Alors, tout aussi beau. Je dis pas qu'on aurait peut-être mieux fait. Je dis juste que c'était la 5e élimination en quart de mondial. Nous, on est plutôt JO. Le truc, c'est les JO. Oui, mais nous aussi, je vous rassure. Nous aussi, on se prépare pour ça. Donc après, effectivement, on a des échéances tous les ans, mais in fine, c'est pour les Jeux de Paris. Et justement, on a du mal à se présenter quand on suit d'autres sports. Vous avez des échéances tous les ans, Euro, mondial. Donc c'est vraiment les JO et les championnats du monde. C'est vraiment une grosse compète, mais c'est les JO qui écrasent tout quand même. Ah, carrément. Ah, carrément.
Là, on en parle matin et soir des Jeux 2024. Ça se passe comment? Non. C'est un objectif qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a planté. Maintenant, derrière, on est plutôt dans le quotidien et dans tout ce process de construction d'équipe, parce que il faut dire qu'avec justement toutes ces absences, il a fallu reconstruire, intégrer de nouvelles joueuses. Ça, c'est pas simple. Et en plus, on a eu un nouveau coach. Enfin, il y a quand même pas mal de mouvements. Quand on entend parler de la communication qui est maintenue malgré les blessures, c'est cliché de parler de club France plutôt que de sélection. Il y a vraiment cette notion de groupe, presque de club. Non, groupe France. C'est vrai que, en plus, moi, quand j'ai commencé à quand je suis devenue capitaine de l'équipe de France, j'avais vraiment envie de garder un groupe France. C'est-à-dire que, par le passé, les filles, elles étaient appelées, elles venaient en équipe de France, et puis après, elles repartaient, et puis tout était terminé, quoi. Et là, on a un groupe, et j'ai dit aux filles, vous ne quittez pas le groupe. J'ai un groupe WhatsApp. Vous avez un groupe WhatsApp? On a un groupe WhatsApp. Voilà. Et je dis aux filles, vous ne quittez pas le groupe. Même si vous êtes plus en sélection. Même si vous n'êtes pas appelé sur cette fenêtre-là, vous ne quittez pas le groupe. Parce que vous faites partie. Sur le groupe? Là, on doit être 20, 25, 30, parce que je sais pas, un truc comme ça. Et donc, pour le quitter, il faut prendre sa retraite internationale, c'est ça? Il y en a une qui a voulu. Par exemple, j'ai une copine, je sais, Sarah Michel, sur la fenêtre de février, puisqu'elle avait le Covid à l'époque, c'était encore intense. Elle me dit, ah non, Sandrine, franchement, je vais partir, là, franchement. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est un peu dur à vivre de voir ce message qui mais carrément. Ouais. Et ne pas être là, c'est dur mentalement. Et elle me dit, ah non, Sandrine, c'est bon, je vais sortir parce que je peux pas, enfin, c'était dur. Ouais. J'ai dit, non, Sarah. Interdit. Tu fais partie du groupe France. Donc, elle avait eu le temps de partir avant que je lise son message. J'ai rajouté Sarah de nouveau. et voilà, pareil pour Valérie Nayaï. Elle a supprimé les notifications, en fait. Je sais pas ce qu'elle a fait après, mais en tout cas, elle est restée dans le groupe. C'est important. Donc, tu étais absente sur blessure. Tu peux nous en parler de cette blessure? Quand est-ce que tu vas revenir? Je n'ai pas forcément plus d'infos que ça, puisque je fonctionne et j'avance par rapport à mes sensations cliniques. Un mollet, en plus, c'est toujours un peu... On en a beaucoup parlé pour Sergio Ramos, un autre sport, mais ça peut durer des semaines. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça, peu importe le sport. Hein. Une pathologie d'une pathologie. Et clairement, ça reste assez aléatoire. Donc, faut vraiment prendre le temps, bien guérir, se soigner, se rééduquer convenablement et puis revenir progressivement. Parce on l'a pas dit, tu reviens en France, à Lasvel. Alors, t'étais déjà passé à Lasvel, j'avais complètement oublié cette pige à Lasvel il y a quelques années. Oui, d'à peine 2 semaines. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'en fait, c'était vraiment court. C'était vraiment express. Ouais, d'accord. C'était un passage express. Alors, je signe pour 1 mois, mais en fait, en plein milieu de ce mois-là, il y a cette fenêtre FIBA de novembre avec l'équipe de France. Donc, je fais 2 semaines avec le club et 2 semaines avec l'équipe de France. Donc après, c'était vite. Et une question je me posais, et je me la posais pour Marine, mais je me la repose avec toi parce que t'as enchaîné aussi, t'as été championne WNBA aussi. Et c'est vrai qu'on se dit, en fait, quand vous êtes vous arrêtez jamais. On faisait la réflexion pour Marine qui en fait c'est 12 mois sur 12. On se disait mais comment on tient juste et on revient pour jouer avec les Bleus, on repart en championnat de France après. Je me posais la question quand vous avez fait. Comment toi t'as fait sur toutes ces 2-3 ans de suite, non? C'est ça? Combien? J'ai fait ça pendant 6 ans. Ah, 6 ans. Ouais. Parce que j'ai fait 3 saisons à Connecticut, 3 saisons à Los Angeles. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, vaut mieux faire ces enchaînements-là jeunes. Ça déjà, parce que c'est dur. C'est vrai que c'est dur pour le corps. En 2009, je me rappelle, je fais le chemin d'Europe avec les Bleus, et ensuite je pars avec mon club à Connecticut. Première semaine, je me fais une cheville. Parce que le corps, il tient pas, en fait. C'est beaucoup trop intense. Donc, ce qui lui est arrivé est malheureux, mais c'était entre guillemets prévisible. On regarde, Marine Johannes s'est blessée. Beck Allen, qui était aussi en WNBA, elle s'est blessée. Emma Messiman, qui était aussi en WNBA, elle est blessée. Elles sont toutes out de la compétition. Iliana Rupert, ça s'est bien passé pour elle, mais elle n'avait pas non plus un gros temps de jeu, donc elle n'était pas forcément trop sollicitée, ce qui lui a permis peut-être de mieux enchaîner. C'est le corps qui finit par dire stop. C'est le corps qui finit par dire stop, parce que le mental, il veut y aller, il veut toujours y aller. À un moment donné, on veut pas aller plus vite que le corps. Alors, je me fais chambrer sur les commentaires parce que je pose pas les questions, donc je vais pousser. Non, il y a Kavé Naguinov, supporter bordelais visiblement, qui nous rappelle que Nicolas Batum avait raconté un peu pendant l'Euro des Bleus masculins qui ont joué qui ont fait finale il y a quelques semaines, quelques jours. Que vraiment, ils vivaient hyper mal, mais la gestion du match émotionnel quand les copains sont en train de jouer. C'est qu'on s'est dit comment tu vivais à l'extérieur, mais comment tu vis, t'es à -5 contre la Chine, tu les vois sur un système offensif. J'imagine que des fois, ça te démange d'être sur le terrain. Enfin, je sais pas comment. Franchement, non, pas moi. Non, pas, ouais. Non. Non, alors, je peux comprendre Nico, hein. Ça, c'est clair.
Mais enfin moi j'ai accepté ma situation, ma position. Je suis inapte. Donc à partir du moment où je suis inapte, quand je les regarde jouer, j'ai pas envie de jouer. Maintenant, c'est vrai que j'ai envie de leur dire, j'ai envie de les retrouver prochainement. Mais là, de mettre un maillot, d'aller jouer, non, c'est pas possible. Ça, c'est vrai, c'est vraiment et de crier les consignes, tout ça, oui. sans jouer. Ben, en fait, c'est vrai que naturellement, quand je regardais le match, ben oui, je disais mais non, enfin je commentais mais de façon. Sur le 4e foot à 3 points pris, je pense que t'as dit quelque chose dans ta tête. Hein. Oui, non, c'est clair que oui, je coachais les filles. Il y a Rikoko, question intéressante qui vous demande la place de Gabby Williams. C'est vrai que tu vas retrouver à Lasvel d'ailleurs. Oui. Pas de bêtises. Donc qui joue avec les Bleus depuis l'année dernière, depuis les JO, c'est ça? Oui. Ou l'arrêt juste avant. Non, à l'Euro, peut-être elle fait l'Euro avant, je crois. Parce qu'on a fait un papier. Elle fait pas l'Euro 2019. Non. Et comme 2020, il y a le Covid, donc effectivement, c'est 2021. Voilà. Et qui, bon, fait un Euro sportivement assez incroyable. Carrément. Ouais, comment alors, je sais que c'est dans le basket, c'est plus courant dans d'autres sports, mais comment on accueille une fille comme ça dans le groupe, qui a quand même pas totalement la même culture, je dirais, peut-être même basket. Comment vous avez fait, toi qui as la main sur le groupe WhatsApp, voilà, que je m'interrogeais sur comment ça avait pu se passer. Ben, tout part du haut. C'est-à-dire, en fait, que la coach de l'époque, qui était donc Valérie Garnier, elle a vraiment bien introduit les choses. Elle a appelé tous les cadres. Elle nous a expliqué un petit peu sa posture, son choix. Et en fait, le fait qu'elle ait amené les choses doucement, avec explication et doigté, ben, clairement, pour nous derrière, c'était juste logique qu'elle soit parmi nous. Parce qu'on rappelle qu'il y a une place, hein, c'est ça, d'extra. Oui, il y a qu'une naturalisée qui peut. Faire, voilà, non. On peut en avoir 4. Il y en avait une, pareil, en équipe de France avant. Oui, Bria Hartley. Voilà, c'est ça. Il y a pas eu, j'imagine que ça a quand même suscité quelques discussions entre vous, ou pas plus que ça. Je sais pas si on débat vraiment sur son arrivée. Non, parce qu'elle propose vraiment un style de jeu qui est différent de ce que nous on possède. Donc moi j'ai trouvé plutôt une complémentarité qu'autre chose. Après, pardon. Après, ce qui aide aussi, c'est que Gabi, elle parle français. Elle parle très bien français. Contrairement par exemple à Bria Hartley, où là il fallait quand même lui parler en anglais. Ben, ça a facilité son intégration. Ça met une grosse pression sur, entre guillemets, sur la joueuse étrangère qui est là, elle a rempli un quota, entre guillemets, donc si on la prend, c'est pour qu'elle apporte vraiment une plus-value. Donc, est-ce qu'on sent cette pression sur la fille ou les filles sont assez costauds pour la supporter, quoi? Non, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Elle met son talent au service de l'équipe. Et non, il n'y a pas de pression. Il n'y a rien à voir avec un cas comme... Ça a fait un petit peu jaser. On a vu les images de Lorenzo Brown. Je crois que c'est nous en parle. Après le titre espagnol où il bredouille 2-3 mots en espagnol. Ouais, pour le coup, Kevin Nagui, rigolant, il pensait que la paillette était une ville du Connecticut. C'était pas, sans être Lorenzo Brown qui est un super joueur de basket, mais c'est vrai qu'il arrive un peu, il fait un super haut, il marche dessus en finale, et pas qu'en finale. Et c'est vrai qu'on le voit, et à la fin, on le voit célébrer et il sait même pas un mot d'espagnol, enfin, même la base, Hola Buenos Dias, c'était déjà, et c'est vrai que là, on se dit, à l'image, elle est pas dingue, quoi. Ouais. Voilà. Non, carrément. Non, Gabi, elle fait ses interviews en français. Ouais, non, franchement, ça n'a rien à voir. Non, mais sans parler forcément de la comparaison, c'est juste un truc, c'est vrai que dans le basket, il y a pas que dans le basket, mais chez les hommes, parfois, c'est vrai que c'est un peu gênant. Il y a des naturalisations qu'on a du mal à... Non, je comprends. Mais d'ailleurs, récemment, on m'a posé la question, est-ce que je verrais un coach étranger à la tête de l'équipe de France un jour? Et j'ai dit, là, par contre, ça risque d'être compliqué. À part si ce coach parle français. Parce que c'est la langue qui est vraiment importante. Ben ouais, enfin, on est en équipe de France. Je ne vais pas aller en équipe de France et parler anglais toute la journée. C'est bizarre. C'est un petit peu à l'opposé de... Parce que t'as fait quand même beaucoup de clubs à l'étranger où j'imagine que la langue de travail commune était l'anglais. Ouais, mais on n'est pas en club. On représente un pays. En volley, si je me souviens bien, les temps morts se faisaient en italien. Oui, avec le coach de volley, Gianni, le coach de volley. Non, mais c'est pour ça, ça se fait dans d'autres disciplines et dans d'autres pays. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui, enfin demain, si on me demande, Sandrine, on aimerait prendre un coach étranger. Même une pointure, ouais, ça. Il faudra discuter, quoi. Ah ouais, non, c'était une pointure, il y a discussion, Et s'il est immergé dans le championnat français, qui connaît la culture française et le basket français, c'est différent. Enfin, tant qu'il parle français aussi. Voilà. Ouais, c'est plus la langue. Après, connaître la culture française. Non, pas la culture, je veux dire la culture basket. Je veux dire, oui, mais même ça, c'est pas un frein, forcément. Mais après, si c'est une pointure.
la Fédé a quand même, Fédé, je vois chez les hommes et chez les filles, a toujours privilégié un entraîneur. Oui. J'ai pas le souvenir qu'il y ait de discussion sur la possibilité, même chez les garçons, d'un entraîneur étranger. Chez nous, oui. Oui. Parce qu'en fait, lorsque ils décident de se séparer de Valérie Garnier. Là, vous avez dû dire attention, on veut pas de. Enfin, il y a eu. Non. Enfin, j'ai eu information que ils hésitaient entre un coach étranger et Jean-Aimé Toupane, qui est actuellement présent. Voilà. Et vous en avez pas débattu plus que ça? Vous avez attendu de savoir ou vous avez lancé quelques signaux faibles ou forts pour dire attention? Il y avait un tel suspense et je sais pas, on était toutes à essayer de deviner mais qui ça pourrait être. C'était assez énigmatique. Moi, je suis très très proche de Jean-Pierre Ciuta, c'est le président de la fédération de basket et généralement il me dit tout. Franchement, mais vraiment, il me dit tout. Et là, il voulait pas me dire, mais Sandrine, franchement, tu sais que dans d'autres circonstances, je t'aurais dit, mais là, je peux pas et tout. On adopte une autre stratégie pour cette fois-ci. Donc, et puis après, mais par contre, le jour de la conférence de presse, le jour où ils annonçaient justement le nouveau coach, il m'a appelé en amont. Il m'a dit, bon, allez, c'est le moment et tout. Donc, non, je pense vraiment que le choix qui a été fait est le bon. Et passer d'une femme à un homme, c'est pas, pour entraîner une sélection féminine, c'est pas. Il y a beaucoup plus de coachs hommes que. Oui, mais justement. Oui, ça, l'exception, c'était Valérie. C'était plutôt ça, l'exception. Mais ça change pas grand chose de coaching, quoi. Non, ça change rien. Après, vous savez, le coaching, c'est une question aussi de personnalité, hein. Donc, on en parlait entre nous avant pour quitter un peu le sport. C'est vrai que tu interviens aussi pas mal sur la question de l'endométriose. Et c'est un truc qu'on traite de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de sportifs et de sportifs même qui prennent la parole sur ce sujet-là parce qu'ils peuvent être compagnons, pas toujours sportifs de haut niveau qui parfois souffrent. Moi, j'en connais pas. C'est vrai? Non. Enfin, j'en connais pas. J'en ai croisé, mais sans forcément qu'on ait eu une discussion. Quand tu y crois des serres de sportifs dont tu sais que voilà, des sportifs dont je sais que même comme ça sans qu'on ait une vraie discussion de et toi comment tu le vis et quelles sont tes solutions et tout ça. Et donc toi t'en as croisé. Non mais nous il nous arrive de le traiter dans des sujets. Nico tu disais l'exemple par exemple effectivement du rugbyman parce que c'est Toulousain Thomas Ramos qui était impliqué dans une association qui était la même que Laetitia Milo, l'actrice, je crois d'ailleurs, et parce que sa compagne souffre d'endométriose. Donc voilà. Et c'était Ali Traoré, non aussi beaucoup. Qui parlait beaucoup de sa femme sur les réseaux. Oui. Alors en fin de carrière différemment, mais qui avait pour moi contribué. En tout cas, c'est par exemple, je crois que si tu me le demandes maintenant, je crois que c'est avec Ali Traoré, ancien international de l'équipe de France basket, et qui avait aussi pas mal médiatisé ce sujet-là en parlant de sa compagne qui souffrait de cette maladie aussi. Oui, carrément. Et j'ai fait un live avec lui, avec elle aussi. Oui, on s'est vraiment rapprochés. Et juste pour, si tu peux nous dire, en fait, toi, comment déjà t'as découvert parce que c'est aussi la façon dont tu découvres que t'as ça, dit beaucoup de cette maladie aussi, de la façon dont en France on a du mal je sais pas si c'est mettre les mots dessus, mais ne serait-ce qu'à la diagnostiquer. Ouais, c'est clair que le diagnostic tombe tardivement, on va dire. Alors, comment je découvre que je suis atteinte d'endométriose? Je suis aux États-Unis. Nous sommes en 2013. Et là, je souffre de douleurs de règles. Je décide d'aller voir un gynécologue et c'est là, en fait, où il me dit Sandrine, you have endometriosis. Et moi, je suis là, endometriose, what? Tu savais pas ce que, pour toi, c'était... Je savais pas ce que c'était, ce mot. Et en anglais, je me suis dit, mais en fait, de quoi on me parle? Je sens que c'est sérieux parce que il m'assoit, il me demande de m'asseoir. Et là, il prend un ton grave et il me dit ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression, limite, j'ai des frissons qui parcourent mon corps. J'ai l'impression que, je sais pas, je me fais. Donc c'est un cancer. Je comprends pas. Donc je vois effectivement le pire. Et là, il commence un peu à m'expliquer. Mais moi, je sais pas, je pense que j'ai déconnecté. Et c'est en sortant que là, je prends mon petit dico. Je me dis, ok, c'est l'endométriose. Et je fais mes propres recherches et là il me met sous pilule parce que c'était la solution. Mais juste on est en 2013 donc t'as déjà ta carrière qui est quand même bien entamée. Donc ça a quand même dû te gêner quand même pas mal non seulement dans ta vie de femme j'imagine mais aussi dans ta carrière quand même. Enfin c'est quelque chose. J'imagine que tu avais déjà consulté en France ou pour comprendre ou peut-être que dans des matchs ça t'avait quasiment gêné sur ta performance. J'imagine que ça a dû arriver. Alors en fait ce qui se passe pour moi c'est que mes premières douleurs de règles, mais vraiment une douleur aiguë de règles,
sont arrivées à l'âge de 18 ans. Voilà. Donc moi, il faut savoir que je rentre en centre de formation à partir de 14 ans. Donc pendant tout ce temps, ça va. Ouais. 18 ans, là, boum, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tremble? Pourquoi je frissonne? Pourquoi j'ai des vertiges? Pourquoi je vomis? Pourquoi je me tords? Je suis en position de fœtus sur un lit? Qu'est-ce qui se passe? Je ne panique pas pour autant, parce qu'en fait, pour nous, les femmes généralement, les règles doivent être douloureuses. Voilà, c'est comme ça. Les règles doivent être douloureuses. Donc je ne panique pas pour autant, mais je me dis, punaise, franchement, là, c'est lourd. Mais tu le gardes pour toi, j'imagine. C'est pas quelque chose qu'on échange avec un coach ou avec. À ce moment-là, je l'ai gardé pour moi parce qu'encore une fois, c'était normal en fait. Mais je demandais des petits comprimés anti-inflammatoires tels que Spasfon, Antalis et tout ça. Donc honnêtement, hein, ma période de règles à ce moment-là durait peut-être 5 jours, 6 jours. Des comprimés, j'en prenais 3 à 4. Mais tu t'entraînais, tu continuais à aller sur le parquet. Et je m'entraînais parce que ça me soulageait, ça m'apaisait suffisamment pour m'entraîner. Et en fait, 2 ans après, donc à l'âge de 20 ans, je pars en Russie. Et avant de partir en Russie, je vois mon gynécologue et elle me met sous pilule. Parce qu'elle me dit, écoute, t'es loin, voilà, on sécurise le truc. Mais je ne sais toujours pas que j'ai l'endométriose à ce moment-là. Donc, je pars en Russie, je prends la pilule de façon continue, déjà, à ce moment-là. Et en fait, qu'est-ce que fait la pilule? La pilule, en fait, camoufle toute douleur. Ouais. Donc tout se passe bien. Je joue, je m'entraîne, voilà. Et puis, jusqu'à ce que je rends visite à ce docteur aux États-Unis, qui là m'explique ce que j'ai. Je continue à être sous pilule, donc en fait, pareil, les symptômes sont camouflés, donc je continue ma carrière normalement. Et sauf que en 2022, 2018, là, je me dis c'est pas possible. En fait, c'est que je sentais mon corps se transformer entre guillemets, et je sentais en fait que ok, je prenais la pilule, mais que je ne traitais pas l'endométriose. Ouais. Et là, ça me posait problème. Donc, je me suis rapprochée d'une naturopathe qui m'a accompagnée, non seulement à avoir un bon régime alimentaire, mais aussi à arrêter la pilule. Parce que c'est tout un processus. On n'arrête pas la pilule du jour au lendemain. Tu disais que tu as changé de régime alimentaire. Toi, c'est là où tu as un peu trouvé exactement, mon soulagement. Ouais. Donc, je suis passée sur un régime anti-inflammatoire, sans gluten, sans lactose. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a aidée. Donc, à ce moment-là, je me souviens, j'ai pris la parole aussi en public, j'avais des lives sur Instagram, j'explique un petit peu ce que j'ai, je prends des invités. C'est super intéressant parce qu'en fait, j'ai plein de retours de femmes qui vivaient la même chose, qui avaient aussi besoin d'un soutien, d'encouragement, de se sentir moins seule. Sportive ou pas? Il n'y a pas de sportive, il y avait vraiment que des femmes lambda. D'accord. Et en fait, et après, lorsque j'ai découvert justement cette solution anti-inflammatoire, pareil, j'explique, je fais sans gluten, sans lactose. Il y a des femmes aussi qui me remontent leurs impressions terrain en disant, écoute, Sandrine, j'ai essayé ça. Ça a fonctionné pour moi aussi. Merci du partage, etc. Donc, au final, à ce moment-là, sans le savoir et sans le vouloir d'ailleurs, parce que quand je commence à en parler, c'était juste pour informer de cette maladie qui était très tabou. Aujourd'hui, ça va mieux. Et puis, je me suis rendu compte que petit à petit, je devenais une femme repère, un modèle, une porte-parole, et après il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées pour moi derrière. Mais tu disais qu'au niveau des sportifs, c'est quand même un truc que vous partagez pas. Voilà. Ouais. Alors pareil, lorsque justement dans mon élan de prise de parole, j'appelle mon coach Pierre Vincent à l'époque, qui était le coach de Schio, mon club en Italie. Et là, je lui explique un petit peu ce que j'ai. Il a fallu quand même que je rembobine le fil en lui expliquant ce que sont les règles. Ensuite, l'endométriose. Il ne savait pas, il était pas au courant. Mais j'ai trouvé qu'il était super intelligent et ouvert d'esprit parce qu'il m'écoutait, il me posait des questions. Et il a même interrogé sa femme, il a fait des recherches sur le net. Franchement, ça m'a fait plaisir parce que je me sentais soutenue. Oui, Pierre Vincent, il a un certain âge. Enfin, c'est un peu il a 35 ans, quoi. Exactement. Voilà. C'est un homme qui, à l'époque, peut-être avait entre 60 et 63 ans. Enfin, j'espère que Pierre, je me trompe pas sur ton âge. Un peu moins, Pierre. Mais il me semble que c'était un peu ça. Et l'accueil que j'ai reçu de sa part était assez bluffant. Derrière, je me rappelle, j'arrive un petit peu tardivement dans mon club de Schio
Et là, il avait pris l'initiative d'en informer carrément mes coéquipières pour aussi faire du préventif, c'est-à-dire si vous aussi vous avez des douleurs de règles, ça peut peut-être être ça, donc parlez-en avec Sandrine. Enfin, franchement, je me suis dit mais waouh, j'étais ravie. Pareil, derrière, j'ai aussi un autre coach grec, Georges Dikeolakos, qui m'a aussi très bien écouté et accompagné. Parce que il y a ça aussi. Moi, j'avais besoin en fait qu'on m'accompagne par rapport à ma démarche. Arrêt de pilule. Je ne sais pas comment mon corps va réagir. Certes, je fais ce qu'il faut en parallèle avec un régime anti-inflammatoire, mais on ne sait pas. L'endométriose est une maladie imprévisible et indomptable pour l'instant. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que je peux ne pas avoir mal du tout pendant 5 mois ou pendant 5 ans, et puis d'un jour, voilà, je peux commencer à avoir des douleurs. Donc moi, je lui explique tout ça aussi, parce que je lui dis, écoute, je connais la place, voilà, je connais mon rôle dans l'équipe. Par contre, j'aimerais vraiment que tu m'accompagnes dans cette démarche-là. Et un jour, on a match, et là, j'ai mal, j'ai atrocement mal. Et donc je suis dans mon appartement. Et je sens le truc venir. Je sens que les douleurs augmentent. Et je me dis, punaise, faut que je l'appelle, je vais l'appeler parce que là, je vais pas non plus le prendre au dépourvu. Oui, juste avant. On avait en plus des conditions plutôt arrangeantes. C'est-à-dire que dans l'équipe, il y avait 4 étrangères. Seules 3 étrangères peuvent jouer. Donc je me dis, voilà, il y a une étrangère qui est à 100%. Je t'appelle assez tôt pour que tu puisses l'intégrer dans l'effectif et moi me sortir. Parce que je sais que je serai pas à 50% même. Enfin, je peux ne pas l'être. Et en fait, je l'appelle, je lui explique, et là il me dit, écoute Sandrine, je préfère quand même que tu viennes, même si tu es à 50%, mais je préfère que tu viennes. Je dis bon, écoute, je viens, mais il faut que tu gardes un œil sur moi. Le moindre signe, je lève le petit doigt, faut que tu me sortes. Tu vois, il fallait vraiment que on ait cette connexion pour que justement je puisse me sentir accompagnée jusqu'au bout. J'arrive à la salle, je me mets en tenue, je fais mes premières foulées. Et là, en fait, je me rends compte que plus je cours, plus je monte en intensité, mieux tu te sens. Et mieux je me sens. Et là, du coup, après, je joue le match. Normal. Mais vraiment normal. Parce que au début, j'avais une appréhension. Et puis après, j'ai même oublié. C'est ça. J'ai même oublié que j'avais, j'ai pas oublié que j'avais des règles, mais j'avais oublié la douleur, on va dire. Et derrière, je me dis, ah non, je tiens un truc, là, c'est pas possible. Ouais. C'est une révélation, quoi, en fait. Ouais, c'était une révélation. Je rentre chez moi, j'appelle Cécile Tony, responsable de Endométriose. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai une étroite collaboration avec eux. Et je lui dis, écoute, est-ce que toi, dans ton parcours, tu as eu la sensation qu'avec la pratique sportive, tes douleurs de règles diminuaient? Et là, elle réfléchit. Parce qu'en fait, elle avait jamais réfléchi. Personne a fait le rapport, voilà. De manière naturelle. Donc, elle réfléchit. Franchement, j'étais au téléphone et j'attendais. Il y avait un blanc. Et là, elle me dit, écoute, Sandrine, c'est vrai que j'ai fait de la danse et que pendant mes répétitions de danse, je n'avais pas de douleur. Franchement, il faut qu'on creuse, c'est pas possible. Et là, j'appelle une copine canadienne et elle me dit, écoute Sandrine, au Canada, qu'on a des règles douloureuses. Ils prescrivent du sport. On ne prescrit pas d'anti-inflammatoires, mais on encourage justement la pratique sportive. Que ce soit un tour de pâté de maison à vélo ou un footing. Donc, ok. Donc, ça veut dire que dans certains pays, c'est pas l'ordonnance qui prime, c'est justement la pratique sportive. D'accord. D'une maladie, la maladie, donc on parle de santé, et en fait, généralement dans toute maladie, on conjugue souvent nutrition et sport, mais quand on parlait endométriose, à aucun moment en fait ces mots-là. C'était entré dans l'équation. Exactement. Et là, je me dis mais attends, il y a un truc. J'appelle Marie-Claire parce que je pense qu'avant ça, j'avais fait une interview dans le magazine Marie-Claire et donc et eux en fait ils avaient regroupé un certain nombre de personnes, donc que ce soit des témoignages de personnes atteintes ou alors des spécialistes en tout genre. Et en fait, je me suis souvenu que cette dame avait interviewé une spécialiste de la douleur. Du coup, je me suis dit, je vais l'appeler. Non mais franchement, là, je me transforme en enquêtrice. Oui, c'est une maladie où chaque patient entre guillemets apprend un peu par lui-même. Mais oui, parce qu'il y avait aucune donnée en fait, et personne ne pouvait vraiment nous aider en disant voilà ce qu'il faut faire.
et tu seras guéri ou pas, ou voilà. Donc c'est assez compliqué. Et donc, de fil en aiguille, qu'est-ce que je comprends? Je comprends en fait que un corps immobile est un corps endolori, ce qui veut dire en fait que la pratique sportive permet justement nettement une diminution de douleur. Ça c'est valable pour tout sport, toute maladie, pardon. Alors, je vais pas m'avancer sur toutes les maladies parce que je sais pas si on est Alzheimer par exemple. Donc, il y a des rapports. Je sais pas. Sur des matchs de foot d'enfants, par exemple, partager des expériences, mais le sport peut être aussi une pratique. Voilà, c'est ça. Non, mais de plus en plus, il y a cette notion de sport santé. De sport santé. De sport santé. Après, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de faire qu'on a des douleurs aiguës. Là, c'est clair que je rejoins toutes les femmes qui vont peut-être nous suivre. C'est sûr qu'on n'a pas envie de se lever pour aller courir. Ça, c'est clair que c'est pas, on a juste envie de rester couché. Je te coupe juste que Kavenaghi nous demande, et c'est vrai que c'est pas inintéressant, si au niveau des institutions, là on dit LNB, bon la ligue de basket, mais est-ce qu'il y a des choses que tu essaies de mettre en place avec eux, ou ça reste pour l'instant, tu restes dans ton cadre à toi? Ou est-ce que tu as été contacté peut-être par la Fédé, la Ligue, pour avoir une communication peut-être là-dessus? Alors, j'ai pas été contactée par la Ligue. Par contre, j'ai été contactée par la Fédé. Je vous ai dit que j'étais très proche de Jean-Pierre Ciuta, et c'est vrai que lui, lorsque j'ai commencé à en parler sur Instagram, lui tout de suite, il m'a contacté, il m'a dit écoute Sandrine. D'ailleurs, c'est lui qui m'a dit écoute Sandrine, il y a Delphine Traoré qui vit un peu la même chose que toi, voire pire, puisqu'elle a eu de multiples opérations. Ça pourrait être bien que vous puissiez communiquer. Et pareil, il m'a fait rencontrer aussi une spécialiste gynécologiste. Donc en fait, c'est vrai que Jean-Pierre, pour le coup, c'est un homme qui est très ouvert d'esprit et qui m'a accompagné également pour mieux comprendre la maladie et pour me rapprocher de certains témoins. Alors, c'est une maladie méconnue, qui a longtemps été tabou, ça l'est un petit peu moins d'après ce que tu dis. Mais alors, arrête-moi si je me trompe, mais ça touche quand même 10% des femmes, c'est ça? Voire plus. Enfin, non, parce que... Oui, parce que c'est encore méconnu un petit peu. Donc, oui, voilà, c'est ça. On parle pas de qui est pas posé encore. On parle pas entre guillemets, d'une maladie orpheline ou de quelque chose de très, très rare. C'est quelque chose qui touche quand même de très, très nombreuses femmes. Encore. Oui, carrément. Puisque, en fait, comment dire, il y a pas de statistiques. La femme qui a ses règles, quand elle a des douleurs, elle ne panique pas, forcément, donc elle n'a pas consulté dans ce sens. Donc, ça se trouve, il y en a vraiment plein qui ont l'endométriose. On peut aussi en guérir lors du premier enfant, lors de la première grossesse, je veux dire. Donc, dans certains cas, ce n'est pas une science exacte. Quand on arrête la pilule pour avoir un enfant, éventuellement, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut prendre conscience qu'on a cette maladie. Qu'on peut prendre conscience, ou alors on peut ne pas prendre conscience du tout. Moi, je sais ma sœur, parce que c'est une maladie héréditaire. Ma sœur, elle m'a dit que lorsqu'elle a eu son premier enfant, après tout s'est terminé. Mais ça peut compliquer le fait d'avoir un enfant, justement. Ça, bien sûr. Oui. Ça rend infertile. Ça peut rendre infertile. Oui. Donc, c'est vraiment une maladie qui est impactante psychologiquement et physiquement. On peut pas, alors que ce soit pour nous sportifs, parce qu'en fait, notre corps étant notre outil de travail, on peut se sentir peut-être diminué. Une personne lambda, j'en connais, qui ont peut-être loupé un entretien d'embauche ou même des examens quand tu es étudiant parce que justement tu as trop mal au ventre. Tu peux être aussi écarté de tes cercles sociaux. Tu peux aussi te séparer de ton conjoint parce qu'au final, puisque le diagnostic est posé tardivement, tu as le temps de te mettre en couple. Et puis après, derrière, on te dit, t'as l'endométriose et tu es infertile, en fait. Et sauf que, le monsieur qui est à côté, lui, il voulait des enfants. Et puis, parfois, il y a des couples qui il y a des couples qui se séparent comme ça. Donc, en fait, la femme, non seulement déjà, elle se sentait diminuée, mais elle se retrouve aussi seule. Surtout quand on ne met pas des mots sur la maladie, quand on attribue ça juste, comme tu disais, c'était presque normal de souffrir, quoi, entre guillemets. C'est juste que la souffrance était à un moment insupportable, quoi. Mais bien sûr, et puis aussi, c'est la perception de la douleur par le corps médical. Une femme qui dit qu'elle a mal, on lui donne des anxiolytiques. Un homme qui dit qu'il a mal, on lui donne un antidouleur. On opère tout de suite pour un homme parce que c'est très grave. Non, mais c'est-à-dire que pour nous, c'est qu'on est anxieux, quoi. Limite, on est fou. On invente le truc. Alors que pour vous, c'est réel. On vous croit sur parole. Et ça, depuis 2013, en France, tu as quand même vu une évolution dans cette perception de l'endométriose? À quel niveau? Au niveau du corps médical, au niveau de la société? Depuis 2013, non. Non. Pour moi, ça a commencé il y a 2 ans. Ouais, c'est à peu près à cette époque-là aussi qu'on
voit, nous aussi, on prend conscience. Oui. On a vu aussi qu'il y a eu de plus en plus dans les médias qu'il y a eu voilà. que des témoignages ont été relayés sur ce sujet. Et puis la campagne aussi faite avec Emmanuel Macron a drastiquement aidé. Et toi, malgré tout, et la bonne surprise finalement, ça a été de te rendre compte que l'activité physique, que ton métier sportif de haut niveau, au final, voilà, faisait que. Et du coup, j'imagine aujourd'hui, alors par exemple, quand tu signes à l'ASVEL, aujourd'hui, bon, j'imagine que t'as pas besoin de repréciser tout ça, peut-être peut-être pas à Tony au téléphone ou même à ton coach, et tout ça. Maintenant, ils savent, et toi, tu sais aussi que ça va pas t'empêcher sportivement d'être performante. Tu vas peut-être être blessé pour plein de raisons, mais t'as plus cette appréhension, j'imagine. Ben alors, c'est vrai que du coup. Il y a des gens qui savent pas que j'ai l'endométriose, mais bon, je ne m'en cache pas. Mais je le précise quand même. Je le précise. Par exemple, lorsqu'on fait des tests médicaux en début de saison, je le précise, je le mentionne dans les questionnaires que je dois remplir. Voilà, je le mentionne toujours. Aujourd'hui, puisque je gère, moi, je ne m'en inquiète pas plus que ça. Si un jour j'ai de grandes difficultés, ben là, je vais chercher des solutions et trouver des solutions. Voilà, comme j'ai pu faire par le passé. Pour finir, c'était pas. Là, tu as signé à l'ASVEL. T'as 35 ans, c'est ça? Oui. Alors, ça fait longtemps. C'est vrai que nous, on a l'impression qu'on suit le bleu. Moi, je pense que t'es sélectionné depuis que je regarde le basket. Mais peut-être pas parce que j'ai regardé tôt quand même. T'étais pas encore en équipe de France. Mais est-ce que t'envisages déjà à la fin comment là, est-ce que c'est ton dernier contrat? Comment est-ce que tu te voilà, oui. Oui. Je suis rentrée en France pour boucler la boucle. Là, c'est mon dernier contrat professionnel. Pareil avec l'équipe de France, j'envisage d'arrêter à Paris, donc dans 2 ans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prépare psychologiquement? Parce qu'on voit que pour beaucoup de sportifs, alors on a parlé, c'est peut-être dramatisé, mais on parle des fois de petites morts, simplement pour au niveau de l'arrêt de carrière sportive. Est-ce que c'est quelque chose, le fait de le préparer, toi tu l'as anticipé, est-ce que c'est quelque chose qui permet aussi d'amortir le choc ou pas justement, ou c'est quelque chose que tu appréhendes quand même? Oui, carrément. Je pense que en fait, j'anticipe et on anticipe, nous les femmes, dans le sport féminin, on anticipe beaucoup. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une retraite plutôt fluide. Alors, c'est pas forcément toujours le cas, c'est-à-dire on sait pas forcément toujours ce qu'on veut faire après. Mais je pense que déjà, le fait d'anticiper, même mentalement, même sans avoir de solution terrain, on est plutôt sereine par rapport à ça. Contrairement aux hommes, parce que je connais beaucoup de basketteurs qui ont fait une grosse dépression, voire suicide. Il y a eu beaucoup de... Alors, je sais pas si c'était NBA ou déjà des gens qui avaient gagné énormément d'argent, mais qui en avaient perdu encore plus après. Et donc, dépression et tout ça. Et c'est vrai que on entend plus souvent parler de dépression. C'est plus souvent mal vécu chez les hommes que chez les femmes. Quoi. Oui, et d'ailleurs, alors, déjà parce que nous, on a tendance à toujours anticiper. Ça fait partie de notre ADN. Non, mais c'est vrai. Et aussi parce qu'en fait, on est moins en vue. Alors, c'est le côté positif à ça, puisque on parle souvent de sous-médiatisation dans le sport féminin, et j'espère que ça va pouvoir s'améliorer. Maintenant, le côté positif à ça, c'est que puisqu'on est moins à la lumière, lorsque nous ne sommes plus du tout sous les feux des projecteurs, si tu souhaites pas le communiquer, personne va venir vers toi pour te demander. Et puis tu sais très tôt qu'il va falloir préparer l'après, quoi. C'est pas à ce niveau-là. En fait, quand je parle de lumière, c'est qu'en fait, ce qui est associé à être sous l'effet des projecteurs, c'est toute l'admiration que tu ressens des autres, les différentes sollicitations, le fait qu'à un moment donné tu puisses juste prendre ton téléphone, appeler et avoir des portes qui s'ouvrent en moins de 24 heures. C'est tout ça en fait, mais toute la gloire aussi en fait qu'il y a par rapport à ta carrière, et qu'un homme vit en permanence. Oui, c'est plus donc à partir du moment où ils arrêtent, tout ça s'arrête. Et là en fait ils se demandent mais qui suis-je? Et c'est là en fait que la dépression commence, parce que pendant longtemps ils se sont identifiés à leur casquette de basketteur. Sauf que tu n'es pas un basketteur. Déjà, tu es un homme et normalement, tu dois aligner plusieurs qualités. Mais souvent, en fait, les hommes pensent que ce sont des basketteurs avant tout. Enfin, pas tous, hein. Moi, j'en connais plein qui c'est pas le cas. Par exemple, Nando De Colo, il sait très bien qui il est, quoi. Mais voilà. Puis bon, toi, tu auras toujours le groupe WhatsApp, quoi. Tu auras toujours la main, même après. Tu parles encore de qui y a dedans. Les filles, on reste dans le groupe. Je reste dans le groupe, lâche pas. Et écoute, franchement, on pourrait te garder des heures, Sandrine. C'est vraiment passionnant.
Merci. J'espère que t'es pas morte de chaud. Ça va? La température, c'est bon? Ça va. Je vais retrousser mes manches encore un peu. Voilà. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment, c'était passionnant. Je ne pas d'autres mots. Je peux rajouter un petit truc? Bien sûr, tu peux rajouter. En fait, c'est que tout à l'heure, vous parliez donc d'après carrière, et c'est vrai que et ça, on le dit peu, et c'est pour ça que j'ai envie vraiment d'en parler. C'est les investissements, les engagements que les sportifs ont dans la société. Il y en a qui ont des associations, des fondations. Il y en a qui défendent des causes sans forcément avoir d'association. Et c'est vrai que ça, c'est important, en fait, aussi de le mentionner. On n'est pas juste là à jouer, à représenter un pays ou pas, à prendre tout ce qu'il y a à prendre comme bénéfice. Et puis après, une fois que c'est fini, à partir. Souvent, on dit que dans le sport, il y a beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de ceci. C'est un fait. En fonction des disciplines, je précise, ça c'est très important aussi à savoir parce que par exemple il y a beaucoup d'athlètes athlétisme qui vivent dans des conditions précaires. Ah oui, donc en fait ça dépend vraiment des disciplines et beaucoup font l'amalgame. Mais c'est même la majorité des athlètes, mettons des athlètes olympiques qui vivent, qui sont ric-rac et qui exactement, qui doivent cumuler 2 jobs. Enfin c'est très particulier. Donc tout dépend des disciplines, mais il est vrai aussi et ça il faut le dire que il y a beaucoup de sportifs qui s'investissent dans la société, donc qui redonnent de leur image, qui rebondissent, qui optimisent l'image qu'ils ont dans cette société pour pouvoir derrière aider des personnes dans le besoin. Donc, et ce qui te permet de faire la transition plus facilement quand c'est fini pour la partie sportive en tout cas. Par exemple. Donc c'est vrai que par exemple pour ma part, j'ai une association qui s'appelle Jeux et Enjeux, qui est basée aujourd'hui à la Martinique parce que je suis d'origine martiniquaise et j'ai mis en place un stage pour du développement personnel juvénile. Donc j'accompagne le jeune à se réaliser. Il y a des ateliers de choisis qui viennent compléter l'éducation parentale et scolaire. Donc en fait, on est vraiment dans une école alternative où on propose des ateliers qui sont vraiment basés sur le psychique, le physique, oui, tu vas pas juste pour les faire jouer au basket. Non, il y a aussi du sport, parce que le sport fait partie de la santé. Ouais. Donc, il y a athlétisme, natation, etc. Mais c'est vrai que c'est important. C'était important pour moi de pouvoir mettre en place ces stages qui sont pour les adolescents de 13 à 17 ans, parce que ce sont vraiment des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Souvent, on se plaint en fait parfois de certains parcours de jeunes, ou alors même là où ils en sont à l'âge de 20-25 ans. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a cet âge crucial, cette fenêtre de 13-17 ans, où là, en fait, souvent, le jeune, il est en perdition. Alors, pourquoi justement cette association et pourquoi cette tranche d'âge? C'est qu'en fait, je trouve que c'est un moment crucial où déjà le jeune, il doit répondre à de multiples questions. Je fais quoi? Je m'oriente dans quelle voie? Après, à 17 ans, on fait quoi comme études? Donc, en fait, c'est pour pouvoir vraiment accompagner même dans la réflexion, comment on construit une réflexion et pour pouvoir derrière prendre les bonnes décisions. Donc, ça s'adresse à qui? Ça peut être de jeunes sportifs qui vont partir à l'âge de 14-15 ans de la Martinique pour atterrir justement soit en France métropolitaine ou alors en Europe ou alors aux États-Unis. Donc, mieux vivre le déracinement culturel, émotionnel, etc. Ça peut être aussi des étudiants qui, à l'âge de 17 ans, partent pour faire des études. Et puis, c'est tout simplement aussi combattre un fléau qu'il y a aux Antilles, qui est donc le décrochage scolaire. Et là, comment tu gères ça depuis la métropole? J'ai une bonne équipe sur place. J'ai une bonne équipe sur place. Ça, c'est important parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup d'athlètes qui veulent faire, mais parfois, ils sont loin de l'endroit où ils veulent faire. Et parfois, ils ne trouvent pas. Aussi. On peut trouver quelqu'un qui finalement vous claque dans les doigts ou. Il y a ça aussi. Et puis, c'est trouver une équipe de confiance à distance. Enfin, je suis quand même à 8000 kilomètres de l'assaut, quoi. Mais si on peut te garder sur le terrain encore un peu, quand même. Oui, encore 2-3 ans. Voilà. Et tu resteras, juste la question, ça correspond aussi à une question. Tu resteras dans le basket après, Qui sait? On verra. En 13 équipes de France. Sur le groupe WhatsApp. Bon, c'est moi l'entraîneuse. Voilà, je vous le dis, c'est moi qui suis nommé, Jean-Pierre m'a confirmé. Et merci beaucoup. Merci à vous. Sandrine. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à toutes les questions si on a eu quelques-unes. On fait une toute petite pause
le temps de laisser partir Sandrine et de faire rentrer les remplaçants qui seront pas d'aussi bonne qualité. Oh, j'aime. Tu veux pas devenir présidente de la République? Oui, franchement, et j'avoue, c'était convaincant. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et d'ailleurs, en parlant de présidence de la République, franchement, nous sommes donc une association qui avons également besoin d'aide, besoin d'accompagnement et qu'il soit humain ou financier. Donc clairement, si vous êtes chef d'entreprise et que vous cherchez à accompagner une association qui aide la jeunesse, alors aujourd'hui martiniquaise, mais pour moi demain, si je peux installer une antenne ici à Paris, ce serait génial. Vous êtes les bienvenus, contactez-moi. Le message. Tu as le nom du site ou Alors c'est www.jeu-enjeu.com, tout cela au pluriel et le tiret c'est le 6. Voilà. Merci. Merci à vous.